4h46. C'est exactement le temps qui s'est écoulé depuis que je suis officiellement divorcé. Je connais ce chiffre avec une précision obsessionnelle, car je n'ai pas cessé de fixer l'horloge numérique de mon décodeur, à regarder les chiffres défiler. Je m'attendais à ressentir une décharge de soulagement, une bouffée de liberté ou même une tristesse écrasante. Mais rien. Juste le silence, une sorte de vide qui s'installe dans mon petit appartement de 2 pièces, trop ordonné pour refléter le chaos intérieur que je devrais, paraît-il, éprouver. Pendant des mois, on m'a répété que ce jour serait une délivrance, que ce serait le début d'un nouveau chapitre. Pourtant, ce n'est qu'un calme pesant, un calme où chaque respiration semble trop bruyante. J'ai 36 ans, je suis professeur d'histoire au collège, ma vie est réglée, méthodique. Mais avec Chloé, mon ex-femme de 35 ans, rien n'a jamais été simple. Nous avons été mariés 9 ans. 9 ans d'équilibre instable, où moi je cherchais la stabilité et elle le tumulte. De notre union est né un fils. Du moins, je l'ai toujours cru. Finn a aujourd'hui 7 ans. Pendant toutes ces années, j'ai cru être son père. Chloé a demandé le divorce il y a 1 an. Elle a sorti les arguments classiques. Elle se sentait enfermée, étouffée dans le rôle de mère et d'épouse, elle voulait partir en quête d'elle-même. À quoi bon me battre? J'avais déjà vu la flamme s'éteindre dans ses yeux depuis longtemps. Elle voulait la liberté, je lui ai donné. Elle a gardé la maison, je n'avais pas les moyens de la racheter, alors j'ai pris cet appartement banal. Nous avons convenu d'une garde partagée de Finn, et le tribunal m'a imposé 1 200 $ par mois de pension alimentaire, une somme énorme pour mon salaire de professeur. Mais je n'ai pas discuté. C'était mon fils. Mon devoir. Jusqu'à ce soir, où tout a basculé. C'est une simple notification sur mon téléphone qui a brisé le silence. Chloé venait de publier une photo sur les réseaux sociaux. Une mise en scène parfaite, elle, radieuse, une coupe de champagne à la main, un stylo chic dans l'autre, signant fièrement le décret de divorce. En légende, ces mots, enfin libre de vivre ma vie authentique. Voici venu le temps de laisser le passé derrière moi et d'embrasser l'avenir sans regret. Et cette liste de hashtags triomphants, hashtag nouveau départ, hashtag liberté, hashtag sans fardeau. Sans fardeau. Était-ce cela que j'étais pour elle? Un fardeau? J'ai senti une pointe dans ma poitrine, mais elle n'a pas duré. J'ai respiré profondément, et au lieu de la colère ou de la douleur, j'ai ressenti quelque chose d'autre, de la clarté. Car voilà 2 mois que je garde un secret. Un secret si lourd que je cherchais le bon moment pour le révéler. Et Chloé, dans son exhibitionnisme habituel, venait de m'offrir ce moment sur un plateau d'argent. Tout a commencé il y a 6 mois, lors d'une déposition. Son avocat plaidait pour une augmentation de la pension alimentaire, en évoquant les besoins médicaux futurs de Finn. Mon fils, disait-il, souffrait d'un type rare de deutéranopie, une forme de daltonisme rouge-vert. C'est un trouble génétique, transmis par le chromosome X. L'avocat affirmait que cela nécessiterait un accompagnement spécialisé tout au long de sa vie. J'ai hoché la tête, inquiet, mais le soir même, l'enseignant que je suis s'est transformé en chercheur. J'ai plongé dans des heures de lecture sur la génétique. Et là, j'ai découvert l'impensable. Pour qu'un garçon hérite de cette forme particulière de daltonisme, il doit recevoir le chromosome X porteur de la mutation de sa mère, et son père doit lui-même être atteint. Or, je ne le suis pas. Je vois parfaitement toutes les couleurs. Aucun antécédent dans ma famille. Statistiquement, génétiquement, il était impossible que Finn soit mon fils biologique. Devant moi, sur l'écran, les carrés parfaits d'un tableau de Punnett semblaient me crier une vérité brutale. Ce n'était pas moi. Je n'ai rien dit. J'ai choisi le silence. Mais j'ai agi. Prétextant la nécessité de tests génétiques plus complets pour Finn, j'ai obtenu une ordonnance du tribunal. Chloé, naïvement, a signé sans poser de questions. 2 mois plus tard, les résultats étaient là, 99,999% d'exclusion de paternité. Autrement dit, 0. Noir sur blanc. J'ai gardé ce papier comme on garde une arme, attendant le moment où elle servirait. Et ce soir, quand j'ai vu sa photo triomphale, je n'ai pas hésité. J'ai ouvert mon ordinateur. Sous sa publication, noyée de commentaires complaisants, « Tu es magnifique. Tellement heureuse pour toi, Yas Queen », j'ai écrit simplement « Moi aussi ». Puis, sur mon propre compte,
J'ai publié une photo nette du test ADN. Bien cadrée, avec la ligne fatale parfaitement visible. Probabilité de paternité, 0%. En légende, quelques mots sobres. Félicitations pour ce nouveau départ, Chloé. Voici le mien. Je l'ai identifié. Puis j'ai fermé l'écran. Le silence n'a pas duré. Mon téléphone a explosé de notifications. Partage, capture d'écran, commentaires incrédules. L'explosion fut immédiate, brutale. Le masque de Chloé venait de tomber, et cette fois, ce n'était pas moi qui portais le fardeau. Il n'a fallu que 15 minutes pour que Chloé voie ma publication. Sa propre photo triomphante avait déjà disparu, effacée dans la panique. Mais c'était trop tard. Des dizaines de captures d'écran circulaient déjà. Les amis communs, stupéfaits, se passaient le document comme une traînée de poudre. L'Internet ne pardonne jamais, et surtout, il n'oublie pas. La première réaction de Chloé a été un message laconique, une série de points d'interrogation envoyés à 22h17. La suivante, une minute plus tard, enlève ça. Enlève ça tout de suite. Puis, les appels ont commencé. Je n'ai pas décroché. Mais les messages vocaux se sont accumulés, 19 en une nuit. Les premiers n'étaient que cris, insultes, hurlements incohérents. Puis vinrent les menaces, procès pour diffamation, harcèlement, accusation de traumatiser un enfant. Elle me promettait de détruire ma carrière, d'aller voir la direction de mon école, de me faire passer pour un déséquilibré. Enfin, les derniers messages se transformèrent en supplications. Sa voix brisée pleurait, implorait, se posait en victime. Tu détruis ma vie. Tu ne sais pas ce que j'ai traversé. Pas une seule fois elle n'a nié. Sa rage ne venait pas de la vérité révélée, mais de son exposition au grand jour. Le lendemain, ce furent ses parents qui appelèrent. Son père, homme fier et arrogant, qui ne m'avait jamais considéré qu'avec condescendance, prit la parole d'une voix glaciale. « Tu as fait ton petit numéro, Noah. Maintenant tu vas retirer ce poste, et tu vas présenter des excuses publiques à Chloé et à Finn. » J'ai laissé planer un silence avant de répondre calmement. « Des excuses ? Finn est votre petit-fils en tout point, et vous le savez. Mais il n'est pas mon fils. Ce que votre fille a fait s'appelle de la fraude. Cette année de mensonges, de pensions, de soins médicaux payés. Ce que j'ai publié n'est pas une attaque, c'est un fait. » Sa mère est alors intervenue, la voix douce mais ferme. « Tu l'as élevé. Tu l'as aimé. Un simple papier ne change rien. Tu es cruel, Noah. Tu blesses cet enfant pour rien. » Mon ton est resté plat, implacable. Ce papier est une preuve judiciaire. Ce n'est pas une question d'amour, mais de vérité. C'est votre fille qui a commis un crime, pas moi. Ils ont raccroché, menaçant. Mais je n'avais plus peur. Mon avocate, Maître Albright, une femme d'une lucidité tranchante, n'a pas été surprise. Qu'il fasse semblant de s'indigner, cela ne change rien, m'a-t-elle dit d'une voix calme. J'avais déjà suivi son conseil après le divorce. Nous avions déposé 3 motions. La première, une suspension immédiate de mes paiements de pension. La deuxième, une demande de désaveu de paternité pour me retirer légalement du registre. Et enfin, la troisième, une plainte civile pour fraude afin de récupérer chaque centime versé. Plus de 100 000 $ de pension, 15 000 pour les frais médicaux et scolaires, sans compter les dommages et les frais juridiques. Mais avant tout cela, il fallait une première audience. J'y suis allé avec le cœur battant, Chloé à mes côtés avec un nouvel avocat hors de prix. Leur stratégie était audacieuse, invoquer la doctrine de la paternité par estoppel. Un principe juridique qui stipule qu'un homme ayant assumé pendant longtemps le rôle de père ne peut ensuite le renier. En somme, il s'est comporté comme son père, il doit continuer à payer. Son avocat me dépeignait comme un monstre sans cœur, prêt à abandonner un enfant au prétexte d'un détail biologique. Quand ce fut au tour de Maître Albright, elle se leva avec une assurance glacée. Sa voix était précise, chirurgicale. « Votre honneur, l'estoppel est un mécanisme de protection de l'enfant contre les caprices d'un père instable. Mais il ne protège pas la fraude. Mon client n'a jamais su qu'il n'était pas le père biologique. Madame Miller a sciemment dissimulé la vérité pendant presque une décennie. Il ne s'agit pas d'un caprice, mais d'un vol. » Le juge, impassible, a acquiescé. La pension fut immédiatement suspendue. Je vis alors le visage de Chloé se décomposer. Pas de tristesse, non. De la rage.
La rage de celle dont la carte de crédit venait d'être refusée. Peu après, une déposition fut ordonnée. Nous étions 4 dans une salle de conférence. Moi, mon avocate, Chloé et son avocat. Pendant 6 heures, Albright l'a poussé dans ses retranchements, pièce par pièce, jusqu'à la vérité. Sous serment, Chloé dut admettre ce qu'elle avait caché depuis le début. Quelques semaines avant notre mariage, elle avait eu une relation avec un homme, Damon. Elle savait qu'il pouvait être le père. Elle a choisi de se taire. Ces mots, je ne les oublierai jamais, je les fais pour Finn. Damon n'était qu'un barman sans avenir. Je voulais qu'il ait un vrai père, un homme stable. Je t'ai choisi, Noah. C'était un cadeau. Un cadeau. Voilà comment elle qualifiait cette année de mensonge. Mon avocate l'a fixé, incrédule. Vous venez d'admettre avoir délibérément trompé mon client pendant des années. Vous appelez ça de l'altruisme? C'est une escroquerie, madame. Chloé, acculée, s'est énervée. Je suis une bonne mère. J'ai fait ce qu'il fallait. Le tribunal a alors exigé les coordonnées de Damon. Un mandat a été délivré pour qu'il se soumette à un test ADN. La machine judiciaire était lancée. Dans les semaines suivantes, les masques ont continué de tomber. Privée de mes versements, Chloé ne pouvait plus payer son crédit immobilier. C'est mais dégoulinait de colère. Tu vas nous mettre à la rue. Finn a besoin de sa maison. Tu me dois ça. Toujours la même logique. Elle était la victime, et je lui devais une vie confortable. Et moi, au milieu de ce chaos, je regardais les photos de Finn sur mon réfrigérateur. Son sourire, ses yeux pétillants à la fête de l'école, sa main serrée dans la mienne au match de baseball. Mon cœur se tordait d'une douleur sourde. Mais je devais me répéter, ce n'était pas lui le coupable. Lui était l'innocent. Ce combat n'était pas contre un enfant, mais contre le mensonge qui avait empoisonné ma vie. 1 an. C'est le temps qu'il aura fallu pour en finir. 12 mois de procédure, d'audience, de papiers signés, de vérité arrachée à coups de serment. 1 an de tension, de nuits blanches, de mailles venimeux de Chloé et de silence trop lourd. Mais le verdict est enfin tombé. Et avec lui, la sensation d'avoir repris possession de ma vie. Le moment décisif fut la confrontation avec Damon. L'homme que Chloé avait tenté d'effacer de l'histoire. Il a résisté, engagé un avocat, tenté de nier toute responsabilité. Mais le test ADN l'a rattrapé, implacable. Le résultat était sans appel. Il est le père biologique de Finn. Le tribunal a établi une nouvelle pension alimentaire, désormais à la charge de Damon, 450 $ par mois. Ironie cruelle, Chloé dépend désormais de l'homme qu'elle avait jugé indigne d'élever son fils. Celui qu'elle avait relégué dans l'ombre parce qu'il n'avait pas d'ambition. Pendant ce temps, ma plainte civile avançait. Les audiences furent brutales pour elle. Son argument de paternité par estopelle a été balayé d'un revers de main. Le juge n'a eu aucune indulgence. Dans son jugement, il a qualifié ces actes de manœuvres calculées et répréhensibles, une trahison profonde de la confiance conjugale et parentale. Les mots étaient durs, mais justes. Le verdict final fut implacable. Je suis légalement désavoué comme père de Finn. Mon nom a été effacé de son acte de naissance. Chloé a été condamnée à me rembourser la totalité des pensions, 100 800 $. À cela s'ajoutaient 17 450 $ de frais médicaux et scolaires, plus de 32 000 $ d'honoraires juridiques. Au total, 150 250 $. Évidemment, elle a tenté de fuir. Déclaration de faillite, supplication, mise en scène de victime. Mais la loi est claire, une dette issue d'une fraude ne disparaît pas. Elle est éternelle. Ses biens sont saisis, sa maison saisie, un avis de saisie a été placé sur son salaire de vendeuse dans une boutique. Elle paiera. Lentement, mois après mois, année après année. La femme qui me reprochait d'avoir été un fardeau porte désormais le poids de sa propre tromperie. Le prix social, lui, a été immédiat. Ses parents, accablés par la honte et la ruine, ont fini par couper les ponts. Ses amis l'ont abandonnée. Ceux qui autrefois la couvraient de compliments sur les réseaux sociaux ont choisi mon camp sans hésiter. Elle est seule. Seule avec son nouveau départ, un désert sans écho. Et moi, j'ai gagné. J'ai repris ma liberté, mon argent, ma dignité. Mais la victoire a un goût amer. Car derrière le soulagement,
Il y a une plaie béante, fine. Depuis la première audience, je ne l'ai plus revu. Chloé lui a empoisonné l'esprit, lui a dit que je l'avais abandonné, que je ne l'aimais pas assez, que je ne voulais plus de lui. Quelle cruauté! La vérité, c'est que j'ai perdu un fils que je n'ai jamais eu. Je regarde encore ses photos. Son sourire aux dents manquantes, ses yeux brillants quand il m'expliquait ses bricolages de science. Mon cœur me dit qu'il était mon fils. La biologie me crie que non. J'essaie de répéter que je n'ai pas le choix, que je ne peux plus porter ce mensonge. Mais l'amour ne se défait pas par décret. C'est une perte sans funérailles, un deuil sans tombe. C'est alors que Maître Albright m'a proposé une idée. Une manière de tourner la page sans trahir mon cœur. Nous avons créé un fonds anonyme, alimenté par les sommes que Chloé me verse désormais. Chaque mois, une partie de cet argent est placée dans un compte bloqué, un fonds éducatif qui sera remis à Finn lorsqu'il aura 18 ans. Il ne saura jamais que cela vient de moi. Il ne saura jamais que derrière le rideau des mensonges, quelqu'un pensait encore à lui. Ce n'est pas une obligation. Ce n'est pas une pension. C'est un épilogue. Aujourd'hui, je suis libre. Débarrassé du fardeau. La vérité a éclaté, la justice m'a rendu raison. Mais cette liberté a un prix. Elle m'a coûté 7 ans d'illusion, un amour de père effacé, un fils que je ne reverrai peut-être jamais. Je suis libre, oui. Mais au fond, une part de moi restera à jamais prisonnière de ce petit garçon qui m'appelait papa.